Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à European Lab. Il s'agit du forum des 10 ans. Ce projet est né en 2011 déjà et consiste à réunir des artistes, activistes, intellectuels pour penser la culture de demain, l'impact des technologies sur nos métiers, pour parler aussi d'enjeux de citoyenneté en Europe. Là, nous sommes sur le canal vidéo, le plateau télé, pour parler du nouveau programme Europe Créative, dont on connaît les dates, le contenu à peu près. Pascal Brunet nous en dira plus. On a eu les dates ce matin même. Et cette intervention se passe aussi en partenariat avec Sfera, qui est une coopération européenne dans le cadre c'est un projet pilote de la DG Connect qui réunit 10 médias émergents et producteurs de contenu à destination de la jeunesse. Il s'agit de contribuer à créer une plateforme de contenu pour s'adresser à la jeunesse européenne. Et il nous paraissait intéressant de décrypter ensemble ces nouveaux programmes dont on sait que les moyens financiers vont être assez importants puisqu'ils augmentent de 50%. Donc ils ouvrent pas mal de perspectives pour les porteurs de projets culturels et aussi médias, dont nous parlerons dans un deuxième temps sur le plateau radio. Mais je laisse tout de suite la parole à Antoine Pecker, journaliste dans différents médias, notamment Mediapart, La Revue du Crieur, France Musique, qui est aussi l'auteur d'un atlas de la culture, donc a une vision géopolitique de la culture tout à fait passionnante, qui va modérer ce débat. Merci Anne-Caroline. Un débat qui va donc durer à peu près 1 heure entre nous, et après il y aura évidemment un quart d'heure d'échange, de questions-réponses. Donc n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions, on essaiera d'avoir tous ensemble des réponses. Le thème de ce débat qui va nous animer cet après-midi, Europe créative, Anne-Caroline en a parlé à l'instant. Quel New Deal, avec un point d'interrogation. Le New Deal qui décidément revient à la mode avec la politique menée aux États-Unis par Joe Biden. Alors on va voir si à l'échelle européenne et notamment pour la culture, on peut aussi parler de New Deal. J'ai le grand plaisir donc d'avoir à mes côtés Élise Famgia. Merci Élise d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice générale de Live Europe. Live Europe, c'est un réseau européen pour la musique. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants et d'avoir votre point de vue, notamment pour la musique. Qu'est-ce que ce programme, qu'est-ce qu'Europe Créative peut aider ou pas pour le secteur musical? À ma gauche, Pascal Brunet. Merci Pascal d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Relais Culture Europe. C'est aussi les bureaux d'Europe Créative en France. Donc il est peu dire que vous connaissez bien les programmes culturels européens. Et puis à distance, parce qu'évidemment pendant toute cette période de crise sanitaire, on a appris peut-être un peu mieux qu'avant à utiliser les outils numériques. On va retrouver en duplex Gabriele Rossana, qui est le directeur de Culture Action Europe, qui est une forme de lobbying, de policing à destination évidemment de la culture, un réseau européen d'organisations culturelles, 80 000 organisations dans 24 pays que représentent ces structures. Et Gabriele nous rejoindra depuis Bruxelles pour nous apporter également son point de vue. Bonjour Gabriele, j'espère que vous nous entendez. Merci à vous d'être avec nous. Alors, on va tout de suite lancer évidemment le débat. Par rapport aux chiffres, Anne-Caroline les a donnés en introduction. Je pense qu'ils sont importants évidemment à évoquer. Alors vous le savez, les programmes européens, le cadre budgétaire européen, il est pluriannuel, il est sur 7 ans. Donc la période qui nous préoccupe, c'est celle 2021-2027. Donc la précédente, c'était 2014-2020. Évidemment, entre les deux, une crise sanitaire hors norme pour énormément de secteurs, notamment pour la culture. Et donc une augmentation du budget d'Europe Créative, qui est le bras culturel européen. Il y a d'autres financements pour la culture en Europe, les fonds structurels, d'autres, on en parlera dans quelques instants, mais Europe Créative, évidemment, est très important dans ce domaine. Une augmentation du budget d'Europe Créative de 67%, qui passe un budget qui était 2014-2020 d'1,4 milliard et qui passe donc sur le nouvel exercice budgétaire à 2,4 milliards. Alors, on va rentrer évidemment dans le détail de ces chiffres, dans la répartition et voir si cette hausse en est complètement une. Mais ça va être passionnant d'aborder ça avec vous, Pascal Brunet. Déjà, peut-être un premier point de vue par rapport évidemment
à ce budget d'Europe créative en hausse. On a vu notamment que pour les parlementaires européens, c'était important de marquer le coup pour soutenir un secteur lourdement impacté par la crise sanitaire. Est-ce que c'est d'autant plus important que dans le plan de relance de l'Union européenne, ces 750 milliards, il n'y a pas d'obligation que les pays investissent dans la culture. Il fallait d'autant plus soutenir Europe créative. Pascal Brunet. Oui, tout à fait. Vous savez que la culture n'est pas une attribution obligée de l'Union européenne. On est bien devant quelque chose qui est un saisissement de la question culturelle par l'Union européenne, sans qu'on ait des bases juridiques ou des bases de traités complètement explicites sur quoi, quand, comment. Donc on est devant une politique qui se saisit de l'axe culturel. C'est une compétence récente, instaurée dans le traité de Maastricht. Ouais, compétence très récente. Et d'appui. Ouais. Et sur Maastricht, une compétence assez légère. C'est appui à... voilà. Donc on est devant quelque chose qui est en train de se constituer. Dans la construction européenne, c'est une construction qui peut paraître longue, mais qui va très rapidement. 70 ans, c'est compliqué pour former un tel ensemble politique. Donc dans ces questions culturelles, il faut remarquer sur le programme Europe Créative que c'est pas un des rares, mais le seul programme qui est attribué à un secteur spécifique. Presque tous les programmes de l'Union européenne travaillent sur des enjeux transversaux, le développement territorial, mais pas en direction d'un secteur d'activité. Donc il y a des signes comme ça qui sont intéressants sur cette préoccupation, attention portée à la culture et développement d'un début de pensée culturelle de l'Union, mais comme on le voit dans la crise au début, on n'avait pas trop de politique sanitaire, là aussi, pas une compétence, on l'a construit. Donc je pense que ce qui est intéressant dans tout ce moment, c'est l'affirmation d'une compétence qui s'affirme, se structure. On est quand même loin d'une politique culturelle, mais on est quand même devant quelque chose qui s'affirme de manière nette. Ce que vous dites un peu, Pascal Brunet, c'est que finalement la crise sanitaire aura eu un impact peut-être positif, c'est de faire prendre conscience à l'Europe que la culture, on peut peut-être la développer davantage. Oui, alors impact positif, c'est toujours un peu compliqué devant ce qu'on vient de traverser de parler de positif, mais en tout cas on voit qu'il y a un ensemble de sauts fédéraux qui sont faits dans cette année et demie, là, ces 2 ans, dont beaucoup n'étaient pas imaginables avant la crise. Et peut-être la crise à la fois accentue une forme de question par rapport à l'Europe. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle répond bien, etc. On le voit dans le débat public. Mais en même temps, commence à affirmer des compétences au-delà des compétences qu'on avait peut-être un peu faussement reléguées à des questions d'organisation économique. Donc là, on a quelque chose qui apparaît. Et l'année et demie vient de renforcer, mais comme... peut-être le saut le plus singulier, c'est quand les États membres ont accepté d'emprunter collectivement pour redistribuer. On parlait pour une relance. Peut-être c'est des choses comme ça qui sont des passages tout à fait conséquents à une intégration européenne. Alors, dans Europe Créative, il y a cette question de cet outil culturel qui fait de la culture, je pense, un des éléments clés de la construction européenne. Alors, on ne rêvons pas à 2 milliards 400 millions, c'est à mettre en rapport avec 1250 milliards du budget européen. Bien sûr. C'est 0,14%. Voilà. Et en fait, complètement, et vous avez raison de le relativiser, et d'autant plus que cette augmentation, on la relativise, parce que si on prend le budget global de l'Union européenne pour donc 2021-2027, si on met les un peu plus de 1000 milliards et si on rajoute les 750 milliards du plan de relance, finalement on arrive au même pourcentage, 0,14%, que le budget d'Europe Créative sur le précédent exercice. Mais une ouverture de beaucoup d'autres programmes à la culture, vous le signalez. Par exemple, le programme de recherche est très clairement ouvert à la culture, avec même un ensemble d'objectifs et un ensemble de recherches qui sont posées au regard des grands... On a beaucoup de mutations techniques, sociales, environnementales. Il faut qu'on comprenne par où on peut y aller. Donc, par exemple, ouverture du programme Horizon Europe, qui est le programme de recherche de l'Union, à la question culturelle très nettement. Orientation d'Erasmus, avec une vraie attention aux professions culturelles, aux formations culturelles dans Erasmus. On pourrait lister comme ça l'ensemble des programmes. Donc, pour être juste, il faudrait
un peu cumuler l'ensemble pour commencer à faire cette analyse de la part budgétaire. Certains disent qu'on arrive à peu près à 10 milliards, si on met aussi avec les fonds structurels. C'est un chiffre qui circule assez, mais des fois c'est assez compliqué. Je ne sais pas si vous refaites la zone d'accueil avec des fonds structurels d'un château, est-ce que c'est des... Oui, oui, exactement. Non, déjà, c'est toujours un peu compliqué à calculer, mais je pense ça, et de l'autre côté, je pense l'affirmation quand même d'un... Alors ça va, le mot fait toujours un peu peur, mais quand même d'une approche conceptuellement plus forte de ce que l'on veut faire au niveau européen et ce qui appartient à ce niveau communautaire, de ce qui appartient peut-être au niveau locaux, au niveau nationaux. Ça, je pense que c'est aussi un des éléments importants de cette année. Et on va rentrer dans quelques instants dans le détail, la répartition de ce budget d'Europe créative. Je me tourne vers vous, Élise. Par rapport à votre regard, en tant que réseau européen pour la musique, comment vous voyez la gestion par l'Europe de la crise sanitaire et de son impact pour le secteur culturel ? Ce qui a fonctionné, peut-être ce qui a moins fonctionné. Élise Famgia. Oui, merci Antoine. Je dirais tout d'abord que la crise sanitaire a eu un impact énorme sur nos projets financés par Creative Europe, puisque, voilà, Pascal l'a rappelé, ce sont des projets qui sont financés avec un mandat clair qui est celui de la subsidiarité, et donc des projets transfrontaliers, donc qui ont été particulièrement impactés par la crise et la limitation de la mobilité en Europe. Donc je dirais, en tout cas, dans un premier temps, sur quelque chose de très concret, pour nous, les projets financés par Creative Europe, on a été face à énormément d'écoute et de compréhension par l'agence exécutive de l'Union européenne qui donc administre ces financements-là. Il y a eu énormément de flexibilité par rapport aux activités qu'on devait faire sur des modifications, des programmes de travail qui sont normalement des programmes de travail contraignants sur la façon dont on doit opérer. Donc, sur un point de vue très concret, il y a eu énormément de flexibilité. Il y a eu plus de souplesse. Il y a eu beaucoup plus de souplesse. Et connaissant la démarche pour faire des dossiers européens, c'est déjà une gageure. Hein. C'est ça. Et voilà, donc peut-être pour aller un peu à l'encontre de cette image d'Épinal sur l'administration des fonds européens, effectivement, il y a eu énormément d'adaptations. Et je pense que c'était effectivement nécessaire. Après, sur la gestion plus globale de la crise financière et pour la culture, on n'aurait pas eu cette augmentation si conséquente des programmes de Creative Europe sans cette crise financière. On était censé avoir une augmentation qui n'était pas aussi significative pour la culture, et c'est aussi grâce à la mobilisation de beaucoup d'acteurs, dont notre organisation, celle de Gabriele qui va aussi intervenir plus tard. Il y a eu énormément de mobilisation du point de vue du secteur pour appeler à un investissement plus fort dans les secteurs culturels, et ça a été aussi un appel qui a été beaucoup entendu par le Parlement européen notamment. Donc c'est au final une crise qui a permis de mettre en lumière notre secteur. Après, voilà, sur les plans de relance, on a eu cette résolution aussi du Parlement européen pour appeler à faire en sorte que 2% des plans de relance soient dédiés à la culture. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une contrainte. Donc on a des pays comme la France qui ont fait ces 2%, mais c'est quelque chose sur lequel on doit effectivement être vigilant. Parce qu'effectivement, il faut le dire, peut-être donner quelques chiffres par rapport à l'impact de la crise sanitaire sur le secteur culturel. Il y a une étude qui a été faite par EY GESAC à ce sujet. C'est une baisse de 31% du chiffre d'affaires de l'économie culturelle et créative européenne, c'est-à-dire évidemment une baisse drastique. On est passé de 643 milliards à 444 milliards d'euros. Et les domaines sont impactés différemment, mais notamment le spectacle vivant et la musique figurent parmi les plus impactés. Tout à fait. Cette étude, je trouve que c'est très bien à mentionner parce que c'est une des seules études qu'on a d'ailleurs, un des seuls chiffres qu'on a sur l'impact de la crise. C'est 90% de pertes pour le spectacle vivant, c'est 76% de pertes, il me semble, pour la musique. Et effectivement, on le voit encore aujourd'hui, c'est le premier et le dernier secteur à pouvoir se le relever dans la crise. Et je pense notamment à tout un travail qu'on a mené ces dernières années, même avant la crise, dans la musique, pour appeler à avoir plus de fonds qui soient dédiés à notre secteur, qui correspondent à notre secteur, avec une initiative qui s'appelle Music Moves Europe, que peut-être certaines personnes dans le public connaissent. Et
pour moi, cette initiative-là, elle a permis de tester beaucoup de choses, notamment des outils de collecte de données dans le secteur de la musique, d'établir quels sont les financements pour le secteur. Et là encore, on voit que si tous ces modèles qu'on a commencé à tester avaient pu être déjà en place pendant la crise, on aurait eu un secteur beaucoup plus résilient. Exactement, plus consolidé. On va rejoindre à Bruxelles Gabriele Rossana. J'espère que vous nous entendez toujours. Un duplex à Bruxelles, quand on parle d'Europe, c'est évidemment obligatoire. Déjà, peut-être un mot par rapport à ce plan de relance, 750 milliards d'euros, mais aucune obligation pour les États d'investir la culture, cette recommandation de 2%. Est-ce que finalement, vous qui représentez un acteur, on dit, pas là ici, mais c'est de lobbying d'une certaine façon européen, est-ce que c'est pas un peu un échec de ne pas avoir réussi à obtenir une obligation à ce niveau-là? Merci Antoine pour la question et merci effectivement d'avoir organisé cet échange. Je suis ravi d'être avec vous. Désolé aussi de ne pas pouvoir être avec vous à Lyon, mais comme vous avez dit avant, on utilise un peu les moyens techniques qu'on a commencé à utiliser beaucoup pendant la crise. Si ça n'est pas un problème pour vous, je crois, je vais changer de langue. Je vais profiter aussi de l'interprétation que je vois ici sur Zoom, dont je suis connecté. Donc, je veux changer la langue et un peu aussi pour faire un peu d'expérience du multilinguisme européen. Je vais dire quelques mots en anglais sur ça. If that's okay for the interpreters. Si c'est bon pour les interprètes, donc je vais passer maintenant en anglais. Et c'est le sujet dont vous avez parlé ici. Ce sujet du plan de 750 milliards d'euros en prix 2018, c'est plus de 800 milliards d'euros en prix d'aujourd'hui que l'UE va dépenser pour jusqu'en 2026 pour la reprise économique, mais malheureusement, il n'y a pas eu de chiffres spécifiques alloués pour la culture. Ce qu'on sait, pour ce qui est des chiffres alloués pour la prochaine génération, en fait, il y a deux chiffres. Les chiffres pour les transitions jumelles, 37% pour le pacte vert et 20% pour la transition numérique. Ce sont les deux pourcentages qui sont vraiment définis dans les documents. Il y a d'autres politiques transversales comme l'égalité des genres qui font partie des plans au niveau national, ne sont pas cités avec un chiffre dans le plan européen. Mais ce que nous avons essayé de faire avec plus d'une centaine d'organisations européennes, dont Live Europe cité par Élise, c'est d'organiser une campagne pour qu'il y ait ces 2% pour la culture. On espérait voir ce chiffre rendu contraignant dans les règlements pour que les États membres soient obligés de se baser sur ce chiffre pour la culture. Ça n'a pas été le cas, notamment en raison des compétences assez faibles de l'UE en matière de culture. Ça n'a pas été le cas, mais ce qui se passe en fait, c'est que la culture gagne du terrain, devient plus centrale dans le débat européen. On voit ça à Bruxelles et aussi dans les capitales nationales qui sont en train de mettre en œuvre les plans de relance. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 23 États membres sur les 27 qui ont présenté leur plan. Et nous et la Commission est en train d'évaluer ces plans et on voit en effet qu'il y a de bonnes pratiques qu'on peut échanger. On a cité déjà la France, Élise a déjà cité la France. La France, malgré... Bon, la France était le premier pays à présenter un plan de relance nationale avec 2 milliards pour 2 ans pour la culture. Et c'est donc la France qui a donné l'exemple avec cette campagne pour les 2% et avec les 100 organisations qui nous ont rejoints. C'est la France aujourd'hui qui doit nous montrer comment gérer la mise en œuvre de ces fonds
pour montrer la voie aux autres États membres, pour vous donner quelques autres chiffres qu'on a dans les autres plans de relance qu'on a pu étudier. On passe de moins de 1%, malheureusement, en Espagne, spécifiquement alloué à la culture. Mais il est vrai que la culture peut recevoir des fonds pour la reprise d'autres budgets et jusqu'à 4% en Italie, 3,6% pour la culture et le tourisme en Italie. Pour vous donner une idée, comme ça vous voyez qu'il y a un débat politique qui est en cours. Ce n'est pas que le combat est terminé, là on parle des 5 ans qui viennent, mais je pense que la culture gagne du terrain, devient un élément central du débat politique suite à la pandémie et on doit continuer à travailler en ce sens. Par rapport à ces situations, à ce que tout simplement la culture soit une autre compétence, une compétence plus importante pour l'Union européenne. Effectivement, vous le rappelez un peu, et Pascal le disait, la culture c'est une compétence d'appui, récente de l'Union européenne instaurée au moment de Maastricht. Est-ce que finalement le grand changement, et certains l'appellent de leur vœu, je pense notamment à un livre sorti par Jean-Noël Tron, le président de la SACEM, qui appelle à ce qu'il y ait un renouveau de la politique européenne par la culture. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous souhaitez, sur lequel vous militez, Gabriele? Comme Culture Action Europe, on a lancé un pacte culturel pour l'Europe, Cultural Deal for Europe. Donc, ouais, tout à fait, c'est quelque chose qu'on souhaite. Et quelque chose qu'on aussi on souhaite maintenant, c'est que commencer la conférence sur l'avenir de l'Europe. On doit réfléchir, nous tous et toutes, les citoyens européens, sur l'avenir de l'Europe. Est-ce qu'il faut aussi une compétence culturelle pour l'Europe? Mais pourquoi pas, tout à fait. Donc, oui, je crois que oui, mais en même temps, il y avait quelques mois, un des vice-présidents de la Commission européenne est intervenu au Parlement en disant, en effet, les citoyens, ils ne connaissent pas ce que sont les compétences de l'Union européenne ou ce qu'ils ne sont pas. Donc, ce qu'il faut aussi faire, c'est voir ce qui intéresse nos citoyens et après changer les règles qui sont tout à fait toujours changeables et selon les expectatives aussi de nos citoyens. Une dernière petite question, Gabriele, mais est-ce que pour vous, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle parce que c'était un contributeur notamment important à Europe Créative, ou bien est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que finalement, le modèle libéral de la culture anglo-saxon rentrait parfois un petit peu en contradiction avec le modèle subventionné qui est en vigueur dans beaucoup d'autres pays d'Europe occidentale? Comment vous voyez les choses par rapport au Brexit, à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pour la culture? And then I will answer in French. Là, je vais passer en anglais. Sur la question du Royaume-Uni, bon, je pense que dans les secteurs culturels, il faut toujours laisser la porte ouverte pour le Royaume-Uni, pour un retour éventuel. Et ce que je vois aussi dans Culture Action Europe et nos membres de l'autre côté de la Manche, ils espèrent continuer à faire partie du débat culturel européen. Donc, il faut garder la porte ouverte, surtout maintenant avec la reprise de la mobilité. Je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte que la mobilité transmanche soit maintenue et développée, mais en même temps, oui, d'une certaine façon, je pense que ce qu'on voit avec la pandémie, c'est que la culture n'est pas juste une valeur économique. Il ne s'agit pas juste d'un secteur de l'économie comme un autre. C'est un secteur important de l'économie avec une réelle valeur ajoutée pour l'Europe, mais beaucoup plus aussi. C'est pour le bien-être des Européens que c'est important. Cela définit aussi ce qu'on est comme société et je pense qu'en ce sens, la pandémie et aussi il faut qu'on trouve une voie européenne vers l'avenir et je pense qu'en effet, la culture est beaucoup plus qu'un secteur économique
il y a d'autres règles qui doivent s'appliquer. C'est gouverné par d'autres règles qui ne sont pas purement les règles des marchés, et il faut en tenir compte et aussi trouver d'autres moyens de financer la culture, pas uniquement à travers les subventions, mais à travers des systèmes de partenariat public-privé ou d'autres. Des modèles effectivement très différents. Et en tout cas, beaucoup d'événements et de changements de paradigme pour l'Union européenne en très peu de temps. Maintenant, j'ai envie qu'on rentre un petit peu dans ce budget d'Europe créative. On en a parlé, 2021-2027, budget de 7 ans, 2,4 milliards d'euros. Alors, comment il se répartit? Parce que le secteur culturel, on l'a dit à l'instant avec vous, Gabriele, il est très vaste. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un grand gagnant, c'est le secteur média, 1,4 milliard. Alors, je me tourne vers vous, Pascal. Le secteur média, c'est le cinéma. C'est lui qui est une fois de plus un petit peu le grand gagnant, Pascal Brunet. Le cinéma audiovisuel, peut-être. Là aussi, peut-être pour rejoindre un peu les conversations précédentes et faire le lien avec ça, je pense que le programme Europe Créative, donc on voit sa taille, donc on se dit, tiens, c'est pas un programme très structurel, mais c'est un programme extrêmement intéressant pour voir ce que nous devons expérimenter, ce que nous devons imaginer pour répondre aux mutations qui sont en cours. C'est un laboratoire. C'est plutôt un laboratoire. Si on le regarde comme un laboratoire, ça devient un laboratoire intéressant et un laboratoire qui contribue à la fois à la réflexion globale de que voulons-nous au niveau communautaire sur la culture et que faisons-nous tous les jours dans notre rapport culturel. Alors là, l'édition de la 10e année d'Europe Lab, c'est la bataille des récits. Nous sommes devant une bataille des récits. Parce que là, ce qui vient se dire, par exemple, bon moi j'ai des petits sauts, je me dis, tiens, on peut pas dire ça comme ça, ou c'est pas comme ça que je vois les choses. Vous voyez, le modèle anglo-saxon libéral, peut-être le modèle, quand on regarde comment fonctionne effectivement l'économie culturelle anglo-saxonne, mais quand on regarde ce que mettre en œuvre de solidarité tout le secteur culturel anglo-saxon, on se dit, c'est peut-être pas tout à fait ça, en fin de compte. Peut-être regardons avec plus de complexité ce qui est en train de se construire. Donc, si je rentre dans votre question, là, pour être dedans, il y a une construction en cours. Et Europe Créative est l'héritage de différents essais, différentes expérimentations. On a, grosso modo, un programme qui s'est constitué en ramassant en agglomérant tout un ensemble d'initiatives qui sont dans des logiques un peu différentes. On a un premier paquet qui s'appelle culture, mais un peu faussement culture, parce que c'est encourager la coopération des acteurs culturels, quels qu'ils soient, pour justement se saisir de ces transformations. Alors le faire de façon très expérimentale, le faire de manière un peu plus structurée. Bon, après il y a des tailles de programme, des tailles prévues pour supporter, des aides pour supporter des projets de petite taille, des aides pour supporter des projets de moyenne taille, plus expérimentaux quand on est petit, plus structurels quand on est grand. Mais toujours mêlant différents pays. Alors la logique européenne, c'est le multilatéral quand même. C'est toujours un truc qui est assez étonnant de dire tiens, pourquoi ça ne donne pas de l'argent à ce qu'on fait? Oui, mais peut-être une des choses qui est intéressante, c'est qu'on ne construit pas l'Europe tout seul, quoi. Donc, ce qu'on a à faire, on a à le faire avec d'autres. C'est pas forcément facile, il faut apprendre. C'est tout l'intérêt de pouvoir expérimenter, structurer, etc. Donc, avec un premier paquet. Un deuxième paquet qui est un peu plus ancien, parce que c'est un programme qui remonte à plus de 30 ans quand même, qui est l'été, le programme média, devient le volet culture, le volet média dans le programme Europe Créative, qui là s'est structuré lui au fur et à mesure du temps sur plutôt une approche quand même. D'abord, c'est une industrie, donc une lecture des besoins d'une industrie, et une industrie qui mute. Donc des besoins de mutation, de support des mutations de cette industrie. Avec une première partie alors aujourd'hui, là, ça va se clarifier un peu peut-être par l'organisation de beaucoup d'appels très très différents. Hein. Il y en a près de 14 pour vous dire. Certains vont soutenir plutôt les questions de création, plutôt les diffusions, plutôt le secteur de la diffusion, l'évolution des politiques, bon, etc. Un ensemble de calls qui vont intervenir sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur, hein, c'est-à-dire comment se fabriquent les choses, du moment où on commence à avoir une idée jusqu'au moment où on la met dans une salle et où on travaille également à tout dispositif éducatif pour accéder aux images, etc. Une économie à cycle long. Hein. Voilà, donc un cycle très long, voilà. Mais une industrie, donc antériorité sur l'audiovisuel, donc on en parlait tout à l'heure en préparant, il n'y a pas cette antériorité-là sur la chaîne de la musique, par exemple. Hein, donc on ne part pas tout à fait du même endroit, donc voilà. Mais qu'est-ce que l'on voit, c'est que cette
partie du programme média, c'est plutôt audiovisuel, et puis les frontières deviennent de plus en plus poreuses entre ce qui relève de l'audiovisuel au sens cinéma, de ce qui relève de l'audiovisuel tel que sont en train de le poser les plateformes, qui deviennent de plus en plus multi-supports. Alors je ne parle pas même de plateformes où on peut acheter des chaussures, des films et des livres quand même. Moi, je parle vraiment même des plateformes audiovisuelles. Et puis une troisième partie qui est que font-on des pratiques hybrides, où aujourd'hui plein d'objets culturels, plein de pratiques culturelles sont en train de s'inventer, de muter, voilà. Et pas forcément en abandonnant les formes anciennes. Il y aura toujours des livres en papier, j'en suis persuadé, mais il y aura d'autres choses qui viennent à côté des livres en papier, puis qui seront peut-être de moins en moins facile de distinguer entre un objet, un jeu, un livre, des objets comme ceci. Là, on a besoin de soutenir ceci. Le tout dans une... quand on parle de culture, des fois, quand je disais les petits sujets, c'est que, bon, est-ce qu'on veut une politique culturelle européenne qui ressemble à la politique culturelle française? Ce dont je soupçonne beaucoup les acteurs culturels français. Hein. On voudrait la même chose, mais au-dessus. Voilà. Mais bon, peut-être ce qu'on a inventé, c'est quelque chose de très différent, qui respecte aussi les singularités de chacun, singularité nationale, et peut-être c'est ça qu'il nous faut imaginer. Qu'est-ce qu'on veut au-dessus? Et ce qu'on veut au-dessus, c'est aussi accompagner les mutations de nos façons de vivre. Quand on parle de l'importance du Green Deal dans le programme, c'est que la mutation de notre rapport au vivant, plus généralement, hein, peut-être sans le restreindre aux questions de carbone, qui sont importantes, mais en tout cas cette mutation-là, c'est une mutation culturelle que le secteur a à faire pour lui-même, réfléchir déjà à ses pratiques, est-ce qu'on ne peut pas avoir des pratiques un petit peu différentes au regard des enjeux environnementaux, mais quel est notre rôle d'acteur culturel, d'artiste, de l'ensemble de la chaîne qui travaille autour de ces mutations. Mais on peut prendre d'autres mutations. Notre collègue de Bruxelles parlait des politiques de genre ou des politiques, on va dire, autour des minorités sexuelles ou sexuées ou de sexualité. Nous avons les mêmes mutations. Et c'est dur, ça, en ce moment. Hein. On sait tous que c'est pas très très facile en ce moment en Pologne, que c'est pas très très facile en Hongrie. Là aussi, nous devons savoir ce que nous voulons faire. Hein. Et puis, ce qui est pas très facile ici, c'est aussi réfléchir à nos liens avec le passé, avec les minorités culturelles dans notre pays. Tout ça, c'est des mutations extrêmement difficiles qu'il va falloir assumer. Et Europe Créative, c'est un vrai laboratoire pour ceci. Le tout. Et je finirai par ça, dans une pulvérisation de nos rapports à l'information, à la connaissance, à la fabrication de la connaissance et à l'information sur le monde. Donc ce volet transsectoriel, il est extrêmement intéressant parce qu'il va se saisir. Alors je pense qu'il s'en saisira bien et certainement il y aura 2-3 trucs qui marcheront bien. Voilà, c'est comme toujours quand on a une politique, il faut la mettre en œuvre, la développer, mais se saisir de cet objet central qui est aussi notre rapport au réel d'aujourd'hui et à l'information d'aujourd'hui, en plein bouleversement de discours de haine, de vérité alternative, patati. Et avec aussi l'instrument financier de soutien aux PME. Ça, c'est à peu près le corps. Hein. Et puis, il y a des lectures de choses complémentaires. Donc, on avait un instrument financier. L'instrument financier, c'est quoi? C'est-à-dire de dire, ce secteur, en plus, il a des particularités de capitalisation. Bon, c'est un secteur où il y a beaucoup d'entreprises. Hein. C'est-à-dire que souvent, on regarde ça, l'économie publique, on se dit, tiens, c'est tout public et tout associatif, mais quand on regarde le secteur, il y a beaucoup d'entreprises qui ont les problèmes de toute entreprise. Hein. Et il y avait un instrument financier dans le précédent programme qui est sorti de ce programme-là. Donc, quand on dit augmentation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des parties qui sont sorties. Donc, c'est une augmentation plus conséquente. On a plus d'argent et on va en dépenser moins sur certaines choses qui sont sorties, donc plus sur d'autres choses. Cet rapport à la structuration financière du secteur est sorti dans un autre outil qui est un outil qui va gérer tout l'ensemble des supports, des aides économiques à tout acteur entrepreneurial. Donc on a aussi il faut qu'on regarde ces questions, on va dire, anthropologiques, artistiques, esthétiques et culturelles, et il faut regarder ces questions économiques, c'est-à-dire les flux mondiaux, les changements de flux et de circulation, et la microéconomie des entreprises culturelles, puisque ce qui va peut-être frapper dur, c'est quand même un secteur avec une microéconomie des acteurs extrêmement fragile, et très dépendante, très réactive aussi, donc elle peut peut-être rebondir
vite, mais bon, ça, c'est beaucoup d'interrogations. Et là aussi, il y a des outils de soutien à la microéconomie des structures qui sont prévus. Donc, un programme qu'il faut bien voir dans ces trois entités. Il est vrai que soutenir une industrie, ben, c'est beaucoup de moyens. Donc, effectivement, 60% du programme au secteur va au secteur média, qui est effectivement le secteur audiovisuel, 1,4 milliard. Pour la culture, 805 millions. Alors, dans la lettre, quand même, dans le communiqué du Parlement européen, il est fait mention que Europe Créative doit aider la musique. La musique ressort de cette lettre. Alors, évidemment, c'est une déclaration. Quand on voit dans les chiffres, on voit quand même qu'il reste un écart important entre l'audiovisuel et la culture, qui peut être un peu paradoxal, parce que finalement, le monde audiovisuel a moins souffert de la crise sanitaire que le spectacle vivant. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a un peu un retard à rattraper pour le spectacle vivant en matière européenne face à ce mastodonte du programme média? Oui, tout à fait. Effectivement, on voit c'est 33% pour l'enveloppe culture, donc c'est pour tous les secteurs. Et aujourd'hui, donc la musique a beaucoup souffert de la crise, on l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est aussi un secteur qui pèse beaucoup économiquement, qui a d'ailleurs même plus d'employés que le secteur de l'audiovisuel. Donc il y a vraiment un écart là-dessus. Et je pense qu'une des Comment vous l'expliquez, cet écart? Voilà, tout à fait. Une des raisons, c'est que le secteur audiovisuel a beaucoup plus rapidement réussi à jouer sur le lobbying à Bruxelles, à juste se fédérer et aller ensemble porter une voix collective à Bruxelles et dire voilà, nous on a besoin de financement. Alors que le secteur de la musique, c'est un autre secteur. C'est un secteur qui est quand même un secteur plus de one self-made man. C'est un secteur où jusqu'à il y a très longtemps, au niveau européen, tout le monde était dans son couloir, les gens ne se parlaient pas. Et c'est justement en 2015, avec le l'AB Music Working Group, c'était le premier dialogue entre le secteur et la Commission européenne. Et c'était la première fois qu'on avait des représentants de tout le secteur de la musique rassemblés ensemble dans une même pièce pour vraiment établir ensemble voilà, quels étaient les besoins du secteur de la musique, comment on pourrait les mettre en œuvre. Et donc ça s'est d'abord matérialisé en 2015 avec ça. Ensuite on a eu une action préparatoire, donc une action pour tester quelles sont les possibilités de financement pour la musique, et cela aboutit donc à effectivement un soutien, un sorte de focus dans le prochain programme Creative Europe. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans la base légale de Creative Europe, qui est donc la régulation, le texte légal de Creative Europe pour les 7 prochaines années, il est écrit noir sur blanc qu'il y aura des actions pour certains secteurs et que notamment la musique serait un des secteurs soutenus. La musique en priorité. Mais votre réflexion, elle est intéressante parce qu'on la retrouve la même à l'échelle hexagonale de la France, où par exemple le CNC pour le cinéma a une grande autorité. Le CNM, le Centre national de musique, lui a juste été créé en 2020. Tout à fait, tout à fait. Ça a mis beaucoup de temps avant de sortir de terre le CNM. Mais effectivement, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de retard à rattraper, comme le disait Pascal, puisqu'il y a des logiques de structuration, de professionnalisation du secteur qui ont pris du retard. Mais aujourd'hui, on voit que le secteur de la musique, c'est un secteur qui a le vent en poupe, qui a clairement énormément de potentiel de développement. Et un soutien au niveau national ou au niveau européen pourrait permettre justement de booster ce secteur. Pas seulement au niveau juste européen, mais aussi en termes de rayonnement international. Le projet que je coordonne, Live Europe, par exemple, c'est notre objectif, c'est aussi ça, c'est de faire en sorte que des artistes, des jeunes artistes émergents européens puissent avoir plus de facilité à tourner partout en Europe et à s'exporter, puisque c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, je pense, pour le secteur de la musique. C'est comment se développer, comment s'exporter et comment profiter d'un rayonnement plus accentué. Accentuer cette mobilité. Gabriela, à Bruxelles, vous en pensez quoi, vous, de cette répartition du budget d'Europe Créative? Vous la trouvez aussi peut-être un petit peu inégale, suivant les genres artistiques? Ou bien vous êtes très heureux que le programme audiovisuel soit toujours conquérant avec son 1,4 milliard d'euros? Gabriela. Merci Antoine pour la question. Let's say that, Alors, on va parler en français. C'est à peu près la même chose. C'est ce que nous savions. C'est ce que nous savions déjà. Oui, c'était la même répartition, oui. La culture est passée de 31 à 33
Et puis le reste, c'était pour l'audiovisuel. Et puis, donc, cette tendance à travers les secteurs, les médias des infos, par exemple, sont financés. Et donc, pendant les 7 années précédentes, donc là, cela devient un peu aride et technique, mais l'année dernière, il y avait ce schéma de garantie, mais maintenant, c'est en dehors de Creative Europe. Et donc, il faut cette approche qui traverse les secteurs, plus de bureaux européens, et pas seulement le schéma de garantie. Donc, les pourcentages, les rapports, c'est à peu près ce qu'on savait déjà, qu'on connaissait déjà. Et puisque Culture Action Europe donc, ne représente pas seulement un sous-secteur de la culture et veut vraiment contaminer les autres sous-secteurs. Il travaille avec d'autres sous-secteurs. Donc, essaye de rayonner plus à travers les sociétés, l'environnement, les droits et d'autres valeurs. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, cette répartition, cette déclinaison dans le programme. Ce qui m'intéresse plus en termes de chiffres clés du programme, c'est le fait que le budget, donc comme vous l'avez déjà dit, c'est plus de 50% en plus. Et si je peux ouvrir parenthèse, les secteurs culturels et créatifs en Europe organisent des campagnes depuis des années pour avoir plus de moyens, de 1,4 milliard. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à presque 2,5. Donc, il faut suivre bien sûr ce qui se passe. Donc, il y a eu la crise, mais ça, c'était grâce à toutes ces campagnes. Donc, il fallait travailler sur l'Europe créative. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est plutôt lié au budget de l'Europe créative. On parlait du plan de redressement au début. Le plan de redressement, ça veut dire injecter de l'argent pendant les premières années lorsqu'on a besoin d'une relance dans les 12 mois, 24 mois à venir. Nous voyons comment ce modèle a été répliqué chez Europe créative, parce que la plus grande partie de l'argent va être donnée dans les 2 premières années, en 21 et 22. Et d'un point de vue politique, le raisonnement, c'est assez simple. Le message politique, c'était on donne tout de suite, on allège tout de suite les secteurs. Et pour continuer ce travail et s'assurer que le budget pendant les dernières années soit réparti pour donner plus d'opportunités, ça c'est important aussi. Mais voilà, c'est les 2 premières années où on va voir un soulagement immédiat. Et nous allons le voir d'ici quelques semaines. Mais bien sûr, il faut que la voie reste ouverte parce que les petites organisations peuvent également demander de l'aide, participer. Mais en fin de compte, une dernière remarque, si je peux. Pascal Brunet parlait des priorités politiques du Green Deal, le deal vert. Ce sont des priorités qui ont besoin de la culture pour être plus généraliste. C'est ce qu'on voit au niveau de la vie européenne. Puis il y a une chose qui est très importante. Nous voyons le projet d'Europe créative qui sera lié étroitement aux priorités des politiques à venir. Donc l'égalité du genre, les droits, le respect des droits, ce sont des choses qui sont très importantes parce que grâce à la culture, on peut faire des progrès au niveau de ces priorités. Et aussi, les projets ne sont pas isolés.
aussi les projets dans le champ culturel. Les projets d'Europe créative sont également liés à ces priorités très importantes de l'Europe. Alors, j'aimerais juste faire la transition avec vous, Pascal. Donc, du budget, mais aussi un petit peu de ces nouveautés. Il va y avoir la mise en place d'un guichet unique, il va y avoir une augmentation des taux de cofinancement. Qu'est-ce qui va un petit peu changer concrètement pour les porteurs de projets culturels? Alors déjà, on a été réjouis parce que Élise nous a dit que c'était un peu plus simple de remplir des dossiers européens dans la période de la crise sanitaire. Est-ce qu'on va aller vers justement encore plus de souplesse, plus de flexibilité? Comment vous voyez ça avec notamment peut-être cette mise en place du guichet unique? Ce sera en septembre. Hein. Alors, je pense qu'à la fois ce que disaient Élise et Gabriel, on est devant une transformation, je crois, une écoute du secteur réel. Voilà. Maintenant, simplifier la machine, ça ne va pas être si facile que ça. Il y a une vraie volonté des autorités de vouloir le faire. C'est vrai qu'il y a l'impression d'une machine très bureaucratique, qui n'est pas à l'écoute, et ce n'est pas tout à fait la réalité. Cependant, il y a des règles communautaires qui s'introduisent d'ailleurs dans toutes les gestions publiques aujourd'hui. Hein. Si vous, je sais pas, déposez un dossier à une région, aujourd'hui, c'est quand même très très proche dans la logique juridique, la logique de contrôle, la logique d'audit que vous rencontrerez avec des questions communautaires. Alors là, le problème, c'est le temps entre cette promesse de simplification et la réalité de la simplification. Moi, j'aimerais bien dire que ça va être magique, rapide, hein. Et qu'en septembre, le bonheur est arrivé, vous avez une écoute parfaite et que tout va se passer. Ça ne va pas se passer comme ça. Je veux dire, il y a honnêtement la mise en place d'un outil en ligne, voilà, une plateforme numérique dont on pense que ça ne va pas être tout à fait aisé de s'en saisir dès le début. Mais je crois qu'il y a des volontés, par exemple, de pouvoir suivre beaucoup plus l'évolution des projets et de pouvoir, par exemple, vous savez, quand vous avez un contrat européen, vous êtes tenu de le suivre. Et si vous avez des changements de partenaires ou des changements d'action, il faut négocier ce qu'on appelle un avenant, c'est-à-dire se mettre d'accord avec l'autorité communautaire pour dire, voilà, on change une partie de ce programme, êtes-vous d'accord, sommes-nous d'accord, etc. Ça, dans la vie d'un projet, dans un secteur en crise, transformation, etc., c'est extrêmement important de pouvoir être au plus près de ce pilotage. Tout ce qui est fait, c'est pour pouvoir faire ça plus facilement. Alors, on va travailler assez dur pour que ça devienne plus simple, mais vraiment la volonté est là. Et en même temps, il faut rester vigilant, effectivement, parce que j'avais pu constater, notamment en Bulgarie récemment dans un reportage, il y avait des cas de corruption sur des fonds d'Europe créative. Donc effectivement, il faut simplifier, mais tout en laissant les garde-fous, parce que les fonds européens, évidemment, on le sait, peuvent être... Ouais, puis il y avait un trauma très grand de la Commission sur la corruption. Hein. Il y a eu des affaires... c'est une administration qui se bâtit sur l'intégrité, sur l'état de droit. Voilà, donc le contrôle n'est pas simplement qu'un truc d'eurocrate pervers, hein, qui voudrait taquiner la vie des gens. C'est pas tout à fait ça. Mais peut-être dans un projet quand même d'insister. Ce qui est le plus compliqué, c'est... Bon, ça, c'est pas simple, mais ce qui est le plus compliqué, c'est le positionnement de ce qu'on va faire et pourquoi on dépose un projet européen. On ne pose pas un projet européen pour continuer ou trouver un palliatif. Quand on a perdu un mécène ou une collectivité territoriale. On va au niveau européen pour poser des questions européennes ensemble. Et ça veut dire une bonne compréhension de ce qui est en train de se passer, alors au plus fin, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le secteur, dans une salle, vraiment au cœur de la salle, qu'est-ce qui se passe sur un plateau, etc. Et en même temps, des grandes mutations communautaires que nous avons à faire. Ça, c'est plutôt compliqué. Hein. C'est presque là, pas pour moi presque, c'est là qu'un dossier européen est compliqué, c'est s'imaginer comme un acteur européen et pas s'imaginer devant un nouveau guichet un peu plus complexe, mais voilà, ça c'est le problème de positionnement. Finalement, plus que le dossier en tant que tel, le sens de ce dossier. Élise, j'ai envie évidemment d'avoir votre regard par rapport à ça et aussi ces nouveautés un peu du nouveau programme d'Europe créative. On a parlé là du guichet unique simplifié, aussi l'augmentation des taux de cofinancement. Est-ce que c'est des choses qui vont pouvoir impacter le secteur musical? Comment vous voyez ça? Non, c'est tout à fait positif. Je pense c'est aussi des batailles que le secteur de la culture aussi de façon plus générale a mené. L'accès facilité effectivement aux petites et moyennes entreprises. Non, pour le secteur de la musique en particulier, il va y avoir aussi un appel qui est dédié. Donc
on n'en a pas encore plus d'informations. En tout cas, c'est quelque chose qu'on attend. Et puis pour les années futures aussi, de voir comment effectivement cette action sectorielle musique va se développer. Je disais en début d'intervention, il y a beaucoup d'idées qui ont été mises en exergue par des études, notamment des études que je vous invite à regarder, des études Music Moves Europe sur les besoins de financement dans le secteur de la musique, aussi une étude de faisabilité sur comment mettre en œuvre un observatoire européen de la musique. Et c'est plein d'idées que j'espère voir naître le jour dans le prochain programme. Il y a eu un gros lobbying, alors c'était avant le Brexit, mais fait par l'industrie phonographique, justement, alors ça inclut à ce moment-là la Grande-Bretagne, pays cher et important pour la scène musicale, mais qui montrait le poids aussi de la musique, effectivement, au niveau européen, et qui est une étude très, très importante. On va rejoindre à Bruxelles Gabriele, voilà, toujours là. Notre correspondant à Bruxelles, permanent. Gabriele, on voit effectivement toute cette évolution, à la fois cette question de sens dont a parlé Pascal, au-delà des questions un petit peu technocratiques. Moi, j'ai envie de revenir quand même avec vous, avant de terminer ce débat et avant les questions évidemment qu'on va recevoir dans quelques instants, sur cette idée de développer la politique culturelle européenne et ses freins. Alors effectivement, on a parlé de la question du Brexit, qui était une question importante, mais aussi comment vous voyez une possibilité d'harmonisation des politiques culturelles européennes avec aujourd'hui, parce qu'elle en a parlé, des pays notamment à l'est de l'Europe, les fameux pays du groupe de Visegrad, qui utilisent très souvent la culture comme un outil de propagande. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi les pays qui consacrent la part la plus importante, proportionnellement dans leur budget, pour la culture. Le pays qui dépense en Europe la plus grande part de son budget pour la culture, c'est la Hongrie de Viktor Orban. Alors bien sûr, c'est une culture, très souvent, c'est une bataille de récits, mais là surtout, c'est un discours de récits nationalistes et ainsi de suite. Comment vous voyez, est-ce qu'une harmonisation des politiques culturelles est possible? On avait eu quand même cet exemple de la directive sur le droit d'auteur, où ça n'a pas été facile, ça a été retoqué la première fois, mais c'est passé ensuite au Parlement. Est-ce que l'Europe peut parler d'une même voix pour la culture? C'est ça la question. Gabriele Rossana. Merci pour la question. Oui, tout à fait. L'exemple de l'Hongrie, c'est très pertinent, je crois. Je pense que c'est ce que nous l'avons vu lorsqu'on a fait un brainstorming sur les plans nationaux, les plans de redressement nationaux se déploient au niveau national. Donc il y a ces deux forces en opposition. D'un côté, on voulait inclure la culture dans ces plans, mais en fin de compte, il s'agit de plans nationaux. Et donc, ce sont des plans qui vont se focaliser sur la culture nationale, sur le narratif national, comme vous l'avez dit. Donc, vous avez parlé de l'Hongrie. Alors, ce qu'il faut maintenir, c'est la coopération transfrontalière, plutôt que ce paradigme de culture locale, nationale. Mais c'est difficile de trouver cet équilibre. Mais voilà, co-construire un jeu de culture européenne. Pourquoi pas utiliser le pluriel? Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le pluriel. En parlant de culture au pluriel, on doit incapaciter ces organisations européennes. Donc, c'est quelque chose qui peut être, qui est possible grâce aux subventions comme Europe créative, mais qui est possible également qui est possible grâce aux réglementations. Vous avez parlé de la directive sur le copyright, les droits d'auteur. Donc, il y avait une année idéologique pour les politiques. On connaît la date maintenant pour les droits d'auteur, mais pas tous les pays ont transposé cette loi dans leur propre système légal. Alors, cela va démarrer
Ceci a été déclenché par la pandémie, donc il y a la loi concernant les conditions de travail des artistes, des personnes qui travaillent dans la culture. Le secteur qui était plus frappé, ou le deuxième le plus frappé par la crise. Les institutions européennes ont commencé à parler de ce sujet. Le Parlement européen a voté une résolution. Il y aura une autre résolution votée. Donc, il y a cette volonté de faire quelque chose. Mais bien sûr, on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut rien faire en termes de loi nationale. On peut adopter des résolutions, etc. Mais rien ne peut réellement se produire facilement. Je pense que la chose la plus positive qui peut se produire, c'est d'avoir un débat très clair. Et ce qui doit être clair au niveau de ces débats, et donc je parle d'un débat européen. Donc, il faut nourrir ce débat européen. C'est ce que veut faire le projet FEDER, c'est-à-dire nourrir ces débats européens. C'est une façon de faire, mais il y a une autre façon de faire. S'assurer que tout cet argent va être canalisé, envoyé vers les villes capitales. Donc cet argent doit être dépensé de manière européenne. Pas pour construire des murs, pas pour séparer nos sociétés, mais pour rapprocher les sociétés. Et puis, une dernière remarque, il y a ce besoin, il y a donc 2% pour chaque État membre. Ce n'est pas seulement parce que on en a besoin. On ne veut pas laisser des gens sur le bord du chemin. Il y a des États membres qui dépensent plus sur la culture que d'autres, mais personne ne veut une Europe qui laisse de côté certains membres, surtout les membres qui sont plus petits, qui avancent un petit peu plus lentement que les autres. Mais voilà, la question est assez complexe. Les questions de l'audience, mais parce qu'on a beaucoup parlé un peu des nouveautés, de ce qui allait être mis en place, mais avant même Europe créative, avant même l'instauration de la culture comme compétence de l'Union européenne, il y avait un dispositif, les capitales européennes de la culture. Alors, il y a eu quelques exemples réussis, je pense à Lille notamment, en France, ailleurs aussi, beaucoup d'exemples qui ont fait plus débat, pour ne pas dire qu'ils ont été carrément ratés, coupables de gentrification de certains quartiers, voire d'endettement de certaines villes. Est-ce que ce dispositif ne doit pas être repensé aussi à l'heure où il y a un changement, on l'entend, de paradigme pour la culture à l'échelle européenne? Est-ce qu'au moment où on parle transition écologique, développement numérique, un programme Europe créative bien plus liant les pays, est-ce que ces dinosaures un petit peu que sont les capitales européennes de la culture doivent se maintenir? Gabriel et Rossana. Ça peut être un dinosaure, ça peut être aussi quelque chose qui est très important pour le symbolisme européen de la culture. Donc, il faut le repenser peut-être, il faut le repenser en lien avec la transition écologique, la transition numérique, avec, par exemple, des réseaux entre des pays. On vient d'apprendre il y a quelques mois, par exemple, qu'il y a une ville en Slovénie qui est en effet à présenter un projet avec une ville en Italie, ça c'est Nova Gorica et Gorizia, qui vont être capitales européennes de la culture ensemble. C'est très symbolique parce qu'ils sont vraiment à la frontière entre deux pays qui sont au cœur de l'Europe, de la mythe de l'Europe, disons aussi. Donc peut-être il faut le repenser, mais je crois qu'aussi en tant que symbolisme européen, ça c'est un projet qu'il faut garder bien évidemment au cœur des politiques culturelles européennes. Et on voit maintenant qu'il y a même les capitales françaises de la culture, comme quoi l'Europe inspire jusqu'à nos politiques hexagonales. Et aussi, si je peux ajouter, l'Italie a implémenté aussi, selon l'exemple européen, ces capitales italiennes de la culture chaque année. Donc, ça peut être quelque chose pour d'autres pays à faire. L'Italie et la France en culture font beaucoup de choses communes. Le bonus cultura, le pass culture chez nous, peut-être pas toujours pour les meilleures raisons. Ça, c'est un autre débat et en tout cas pas celui d'aujourd'hui. En tout cas, maintenant, sans doute les questions, elles sont à vous. Donc n'hésitez pas, on a la chance de pouvoir poser des questions librement, on n'est pas à Pyongyang, donc profitons-en. Allez-y, si vous avez des questions sur la politique culturelle européenne, je pense que vous avez les meilleurs interlocuteurs autour de cette table pour y répondre, en tout cas parmi les meilleurs. Donc les questions sont à vous.
on va vous passer un micro. Avec même lingette et tout, je décris à Gabriele qui est à Bruxelles, mais voilà, on respecte complètement le protocole sanitaire à Lyon. Bonjour. Alors, moi j'ai une question sur le programme Europe Créative tel qu'il est annoncé. On a annoncé un certain nombre de changements. Vous n'êtes pas rentré trop dans les détails, donc j'aimerais qu'on revienne là-dessus, sur la question du Green Deal, la question de l'inclusion, la question de l'ère du numérique. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur ce que ça sous-entend? Alors Pascal, par rapport à... C'est vraiment l'intégration des priorités politiques. Il y a des changements un peu à tout niveau. Il y a des changements dans l'intégration des priorités politiques, des changements dans l'architecture du programme. Par exemple, la nouveauté dans le volet culture, c'est petite coopération, grande coopération et moyenne coopération. C'est-à-dire de tenir compte aussi que les forces de mise en réseau des acteurs culturels ne sont pas les mêmes. Peut-être il faut commencer à 2-3, puis après avoir des projets qui sont un peu plus conséquents pour déboucher à des projets plusieurs. Donc il y a des changements également dans l'architecture et des changements dans le mode de gestion tel qu'on l'évoquait. Sur l'intégration des priorités politiques, on a l'effet d'annonce qui commence à être de plus en plus concret, traduction dans les plans de relance, dans France Relance par exemple, traduction dans l'ensemble des politiques. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à inventer. Et je crois qu'il faut vraiment regarder, en tout cas, le volet culture d'Europe créative comme un lieu d'invention et d'expérimentation. Donc, quelle est la contribution de notre secteur, on va dire, à ces grands mouvements et transformations de la société. Ça, je pense que c'est de plus en plus un projet qu'il faut regarder comme ça, bien évidemment en essayant de voir quels sont nos problèmes sectoriels, et on le voit, on a besoin de réorganiser aussi la coopération, les modes de gestion de nos secteurs, mais je crois qu'il faut arriver à se dire, tiens, c'est quoi ma contribution dans cet angle-là, ou dans cette perspective-là. Alors, traduction des priorités politiques, au départ, on s'est dit, tiens, Green Deal, ils vont nous sortir de la décarbonation, et puis on va être, faisons un petit peu moins de carbone. Ce qui aurait été déjà pas mal, mais bon, là, je vois par exemple que beaucoup des contributions et beaucoup de la réflexion, et particulièrement dans un dispositif qui s'appelle le New European Bauhaus, qui est bon, c'est un autre sujet, il faudrait en parler parce que c'est en soi, mais on voit bien qu'il y a une réflexion d'un rapport global au vivant qui est en train de se poser. Et donc ça peut être ouvrir des champs vers l'alimentaire, ouvrir des champs vers l'habitat, ouvrir des champs vers les façons de se mouvoir, de se relier, ouvrir tous ces champs. Voilà. Ce qu'il faut, c'est voir qu'il y a un équilibre entre le volet, on va dire le pilier environnemental, vraiment le pilier sociétal autour des questions d'équité, et le pilier numérique, qui est quelque chose, en tout cas qui était très clairement présenté dans le discours sur l'état de l'Union de la présidente von der Leyen, sur attention, la démocratie va pas très très bien en Europe, et que l'enjeu quand même de toute notre politique, et l'enjeu de nos politiques, c'est quand même d'aller, j'allais dire, se callbacker à cette question d'une démocratie vacillante, et que la question culturelle est centrale, qu'elle soit sous l'angle identitaire, comme le rappelait Henri Kelly, ou Raphaël. Voilà, excusez-moi. Non, parce que j'ai une correspondante italienne qui s'appelle Raquel, je ne sais pas pourquoi. De se callbacker ces questions-là, ça c'est vraiment extrêmement important de réarticuler ça. Donc il y a un effort d'imagination, je crois, intéressant, parce que c'est aussi un des rares endroits où on peut réimaginer. Si on regarde les politiques nationales aujourd'hui, extrêmement contraintes, extrêmement encadrées, extrêmement silotées. Donc là, on a quelque chose d'autre qui s'ouvre et je crois vraiment intéressant. Et peut-être une deuxième chose sur ces questions de contraintes et pas contraintes. Le problème peut-être en France, c'est qu'on voit les avancées fédérales comme une autorité qui grandit au-dessus de nous. Si on va en Allemagne, on voit la question fédérale comme une autorité qui se renforce au niveau décentralisé. Ça, faut qu'on arrive à construire, nous, Français, un rapport extrêmement nouveau qui est que il y a quelque chose qui est en train de se construire. La politique se réinvente de manière décentralisée. Arrêtons de regarder le droit central comme étant l'endroit de la direction pour se dire là, il y a quelque chose qui se réinvente là. Mais ça veut dire nous autosaisir.
dire bah, ça me regarde, j'ai un truc à dire. Alors là, en plus, on est vraiment l'European Lab dans un endroit qui pense avoir quelque chose à dire à l'Europe, le dit, s'organise pour, et je crois que c'est un peu l'objet pour moi principalement le prochain tournant d'Europe créative. Merci. Du coup, vous avez dit que c'était l'occasion d'articuler en fait aussi nos réponses en fonction d'autres items que la pure culture pour justement essayer de répondre et de voilà. Ma question est, par conséquent, est-ce que le programme Europe Créative va être ouvert à d'autres acteurs que les acteurs du secteur culturel et créatif, puisque jusque-là, c'était quand même un programme qui leur était vraiment dédié. Et c'était difficile de travailler en transversalité avec des gens d'un autre domaine. Est-ce que là, ça veut dire qu'on pourra travailler avec des gens d'un secteur alternatif ? Oui, et à la fois, c'est ce qu'on rappelle, c'est la question toujours de l'équilibre. C'est-à-dire, si on ouvre trop, ben on perd la spécificité culture. Et si on a un programme qui est très renfermé, ben en fin de compte, on reste dans l'entre-soi culturel qui, aujourd'hui, est devant des questions nouvelles qui demandent de travailler avec des ingénieurs, de travailler avec des spécialistes divers et variés, en tout cas, et surtout d'être en capacité de travailler avec la société civile. Autre concept toujours un peu compliqué en France, cette question de société civile, mais on voit partout aujourd'hui beaucoup de groupes qui s'auto-organisent devant des problématiques, que ce soit une auto-organisation sur les questions environnementales ou une auto-organisation à travers l'utilisation du numérique sur des formes de participation ou de décisions différentes ou d'observation, quand on voit beaucoup de choses de métrologie citoyenne aujourd'hui qui sont en train d'émerger, on voit beaucoup de choses comme ça qui demandent effectivement de pouvoir faire entrer des groupes qui ne sont pas renvoyés à la classe amateur, ce qui est souvent une séparation en France entre professionnels et amateurs, qui sont des citoyens qui s'occupent de la question culturelle. Donc ça, c'est vraiment toutes ces mutations-là. Alors, il va falloir voir jusqu'où vont être les limites d'Europe créative. Et puis, il y a un sport qui va apparaître, quand même européen, donc, qui est déjà là, mais qu'on appelle le blending, vous voyez, comme un bon scotch, qui est autour d'une même problématique, être capable d'utiliser tous les outils européens autour de cette problématique. Europe créative pour ce qui relève d'Europe créative. S'il faut faire de la recherche, l'outil de recherche. S'il faut faire de l'éducation, l'outil Erasmus. S'il faut faire du développement territorial. Donc vraiment être en mesure d'avoir une ingénierie européenne, ingénierie qui identifie, conceptualise et problématise, et une ingénierie extrêmement pratique, puisque tous les problématiques qui sont posées là plus clairement par nos collègues, c'est derrière des réponses hyper pratiques qu'il faut aussi imaginer aujourd'hui. Juste peut-être rebondir avant la prochaine question avec vous, Élise, par rapport à ces impératifs. On l'entend maintenant, évidemment, on est juste au moment des annonces, donc tout va se mettre en place, mais sur ces priorités écologiques, numériques, qu'est-ce que ça peut dire pour le champ musical ? Oui, pareil, j'ai pas eu encore l'occasion de lire les appels, mais en tout cas à la lecture des work programs, à la lecture des priorités, ce qui semble être vraiment le gros changement de paradigme, et les 3 priorités qui, je pense, notamment vont ressortir dans Creative Europe, c'est vraiment l'inclusion, la gender equity et l'environnement. C'est vraiment les 3 axes qui vont être fondateurs, et c'est là aussi où on voit un changement de paradigme par rapport au précédent programme, parce que là on parlait beaucoup de changement de business model, par exemple. On était sur une logique beaucoup plus économique. Donc, je pense que qui reste là. On parle toujours. C'est quoi les 2 axes de Creative Europe ? C'est toujours la promotion de la diversité, de la compétitivité. Donc, il y a toujours effectivement cet axe-là. Il y a plus de social. Mais il y a cette logique d'intégrer un peu plus les challenges qui sont encore plus importants et urgents aujourd'hui. Et je pense que ça va aussi se faire toujours, et ça c'est quelque chose qui pour moi est assez propre à la logique européenne, toujours dans une logique d'incitation et moins de contraintes. C'est-à-dire qu'on va inciter les projets à réfléchir à ces questions, à mettre en place leur propre façon de fonctionner, leur propre mécanisme. Et c'est, encore une fois, si je reprends le parallèle avec Live Europe, voilà, nous on a vraiment toujours réfléchi sur une logique d'incitation. C'est-à-dire qu'on ne va pas contraindre nos salles de concert à avoir un quota d'artistes
émergents européens. L'idée, c'est vraiment d'inciter, de donner une carotte pour faire plus d'Européens, pour faire plus de contenu européen, mais aussi d'avoir, via ces financements-là, un sort de filet de sécurité, en fait, pour inciter à cette prise de risque, en fait. Parce que c'est aussi ça, avant tout, on est aussi sur des logiques de prise de risque où il y a des coûts financiers importants. Mais incitatif plus que dans les quotas, on l'aura compris. Votre question ? Oui, c'est bon. Non, ma question, c'est plus comment aussi, en tout cas à la lecture des candidatures, ou en tout cas dans l'accompagnement, on explique aux porteurs de projets que, en fait, transition numérique ne va pas forcément avec écologie. En fait, parce que c'est des choses qui sont associées dans les axes de développement des différents programmes, de la même façon qu'il n'y a pas longtemps, on incitait beaucoup à la mobilité, à la fois des acteurs mais aussi des publics, et aujourd'hui on remet clairement en cause la question de la mobilité des audiences sur le continent européen. Donc aujourd'hui, quand on associe à la fois Green New Deal, transition économique et transition numérique et ère numérique, comment on fait l'accompagnement en disant en fait toutes les transitions numériques ne sont pas écologiques, typiquement. Peut-être une question justement pour Gabriele, pour expliquer un petit peu ce paradoxe de vanter à la fois l'écologie et d'un côté le local alors qu'on est sur des programmes européens de mobilité d'artistes, de l'autre le numérique alors qu'on sait qu'évidemment, d'ailleurs il y a le débat à l'Assemblée dans 2 jours sur l'impact environnemental du numérique qui est très important. Est-ce que tout ça n'est pas un petit peu paradoxal, Gabriele ? C'est un truc dont on parle, c'est vrai aussi, de nos rendez-vous avec les décideurs politiques en Europe, aussi de l'impact du numérique sur l'environnement. Et c'est vrai, je viens d'apprendre en effet qu'il y aura aussi un débat à l'Assemblée nationale, et ça c'est une bonne chose, parce que si on parle de twin transition, il faut aussi vraiment réfléchir sur l'effet que la transition numérique n'est pas à coût zéro pour l'environnement. One thing that is maybe linked to that is Et un point peut-être lié à ceci, c'est le projet nouveau Powerhouse européen qui a été cité par Pascal tout à l'heure parmi les autres dynamiques, les autres aspects qui sont intéressants pour les acteurs culturels, car là, au moins, selon l'idée qu'on espère se concrétiser, qui va modifier, essayer de changer la façon dont on vit ensemble dans notre habitat du futur, dans nos espaces publics du futur, et aussi notre façon de nous déplacer à l'avenir. Et la mobilité est d'une importance clé pour les acteurs culturels. C'est d'une importance essentielle et contribue à l'intégration, comme Élise l'a dit. Et il y a eu par exemple un projet pilote sur la mobilité individuelle des artistes qui va faire partie maintenant d'Europe Créative, et ce sera intéressant de voir comment la mobilité, le maintien de la mobilité physique pourra s'avérer être complémentaire avec les besoins du climat et le fait que l'on souhaite aussi mener la transition numérique. Je n'ai donc pas de réponse pour l'instant, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il est intéressant d'utiliser, d'exploiter ces projets. Par exemple, il y a un projet en cours en ce moment qui s'appelle Perform Europe, qui évalue la façon dont les arts du spectacle peuvent être organisés dans un monde hybride entre contenu physique, présentiel et en ligne. Et là, c'est d'une importance essentielle. Je pense qu'on doit tous exploiter l'opportunité qui est proposée par ces nouveaux programmes pour se faire. Bon, ce n'était pas tout à fait une réponse, mais
quand même. Cela rejoint votre discussion notamment sur la transversalité des opportunités de financement de la culture et des projets artistiques au niveau de l'Europe via les différents outils et dispositifs. Je voulais savoir, question un peu pratico-pratique, est-ce que l'Union européenne est en train de penser à une manière un peu plus efficace et harmonisée de permettre aux personnes et aux porteurs de projets de rentrer dans cette transversalité-là, parce que finalement on rencontre des outils en fait de remontée de dépenses tout simplement, de rapport à l'Union européenne ou d'indicateurs de résultats qui sont différents entre un horizon Europe, un Europe créative, un Interreg Med, et ça demande une ingénierie très complexe pour des acteurs culturels de mettre tous ces outils en place en interne pour pouvoir avoir les épaules en fait d'aller chercher ces opportunités-là. Pascal ? Oui, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Par exemple, la question précédente, oui, on pourrait remplacer le terme écologie par démocratie. Démocratie et numérique, c'est bien, c'est mal, quoi. Il y a évidemment des progrès énorme de la démocratie par le numérique. Il y a aussi des dangers énormes. Voilà. Donc on a à trouver les solutions. Parce que personne n'a la réponse des équilibres à trouver et des usages. Si on va dans la gestion, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire, il n'y a pas un programme Europe Créative où on dit il va falloir remplir vos critères d'évaluation de telle manière. On vous demande quels sont les critères d'évaluation que vous voulez voir retenus pour évaluer votre projet. Quel type d'output, quel type dans toutes ces questions-là. Ça, je pense qu'il faut qu'on se saisisse, nous, secteur, du comment nous voulons être évalués. Et pas demander à comment en haut on veut nous évaluer. Donc ce n'est pas du tout une facilité de renvoyer. Je pense qu'on a une vraie question. Nous utilisons de l'argent public. Nous devons donc rendre des comptes au pouvoir public. Ou alors on ne prend pas d'argent public, mais si on en a, on rend compte. Mais de quelle manière on veut en rendre compte ? Et sérieusement, c'est-à-dire avec des indicateurs par exemple de parité, des indicateurs de transformation. Et ça, je pense que dans Europe Créative, c'est ce qui est relativement intéressant. Ça, c'est différent du reporting, tous ces reportings financiers qui, normalement, nous l'espérons, on l'a un peu évoqué, vont aller vers des simplifications. Vous avez vu que j'ai dit normalement, donc je suis quand même assez prudent. Mais ça, où je pense qu'on va vers une simplification. Sur l'évaluation, c'est quelque chose qu'on doit impérativement se saisir en tant qu'acteur public, responsable, tatatam. Mais autour de quoi voulons-nous être évalués ? On ne peut pas être évalué autour de notions vagues. Nous avons un impact sur le développement économique. Combien on voit de dossiers qui disent ça ? Mais bon, bah oui, mais lequel ? Tu peux être plus précis, quoi, je sais pas. Alors que souvent, nous n'émettons pas des vrais indicateurs sur qu'est-ce que c'est qu'un acteur public de la culture. C'est quoi qu'on bouge et où est-ce qu'on veut être évalué. Je pense que c'est ça qui est relativement ouvert dans Europe Créative, il faut le saisir. En tout cas, effectivement, c'est le moment de reposer toutes ces questions grâce à ce nouveau budget européen, ce nouveau budget d'Europe Créative. Un grand merci. Il y a beaucoup de questions encore qu'on n'a pas pu poser, mais malheureusement, le temps court. On est déjà un petit peu en retard. Un grand merci en tout cas à vous tous d'avoir été avec nous. À vous, Gabriele et Rossana, d'avoir été en duplex depuis Bruxelles, directeur de Culture Action Europe. Pascal Brunet, vous êtes le directeur de Relais Culture Europe à Paris. Et merci, Élise Famgien, coordinatrice de Live Europe. Un grand merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Le New Deal, point d'interrogation. En tout cas, peut-être qu'on n'a pas apporté une réponse pour reprendre la formule que disait Gabriele, mais sans doute beaucoup de pistes, de questions pour l'avenir. Anne-Caroline. Merci Antoine, merci à tous. Un petit mot pour vous indiquer que nous poursuivons les discussions ici même sur le plateau télé autour de la question des acteurs culturels indépendants qui se sont réunis autour d'un appel intitulé Reset. Comment ils ont traversé la crise, quel type de propositions ils portent pour l'avenir. Et la discussion sur les nouveaux programmes Europe Créative se poursuit sur le plateau radio, avec cette fois un focus sur les médias, mais au sens médias d'information, qui pour la première fois, semble-t-il, sont prises en compte dans ces nouveaux programmes, et ce qui ouvre des opportunités pour les médias émergents, dont tous les médias qui participent à la plateforme Sfera, avec qui nous avons construit cette journée de débat. Merci à tous. Merci. Merci.